Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 17 octobre. Acclamation au palais présidentiel, premier conseil des ministres après les résultats des élections locales. D'ailleurs, le sujet a été abordé tout comme le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et la Caisse nationale d'assurance maladie. Dans ce 20 h, la 7e édition des journées de l'administration agricole délocalisée, événement consacré à la journée mondiale de l'alimentation avec pour thème « Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible ». Le mois d'octobre, un mois pour sensibiliser au cancer du sein, cellules anormales qui se multiplient de façon incontrôlée. La RTI et le Programme national de lutte contre le cancer mènent le combat contre ce tueur silencieux. Alors, 2 jours de campagne à la Maison de la télévision à Cocody. À l'étranger, en Crimée, au moins 18 morts lors d'une attaque dans un collège technique. L'auteur, un élève, a mis fin à ses jours après son geste. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, la Caisse nationale d'assurance maladie et les élections locales du 13 octobre, ce sont des sujets qui ont été abordés ce mercredi en Conseil des ministres. Direction le palais présidentiel avec Awa Touré pour la synthèse. Le Conseil des ministres, ce mercredi 17 octobre, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se tient après la trêve de 3 semaines observée pendant la période électorale. C'est donc à juste titre que le gouvernement, au cours de cette réunion, a fait le point sur le déroulement des opérations de vote et les résultats proclamés par la commission électorale indépendante. Les élections couplées du samedi 13 octobre 2018 ont retenu les dossiers de 88 listes de candidatures aux régionales et 684 listes de candidatures aux municipales issues des formations politiques du RHDP, du PDCI-RDA, du FPI et de candidats indépendants pour 31 conseils régionaux et de 201 conseils municipaux à pourvoir. À l'issue du scrutin, au titre des élections des conseils régionaux, le RHDP a obtenu 18 régions, soit 60% des conseils. Le PDCI-RDA, 6 régions, soit 20% des conseils. Le PDCI-RHDP, 2 régions, c'est-à-dire 6,67% des conseils. Le FPI a obtenu 1 région, soit 3,33% des conseils. Les listes indépendantes pour 3 régions, c'est-à-dire 10% des conseils. Au titre des conseils municipaux, le RHDP a obtenu 92 communes, ce qui équivaut à 46% des conseils. Le PDCI-RDA a obtenu 50 communes, ce qui équivaut à 25% des conseils. Le FPI, 2 communes, ce qui équivaut à 0,1% des conseils. Les listes indépendantes, 56 communes, ce qui équivaut à 28% des conseils. D'un point de vue général, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Toutefois, il est à déplorer des incidents par endroits. Et puis, au titre des mesures générales, le Conseil a adopté 3 projets de loi organiques portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation. Et un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. La Constitution du 8 novembre 2016, reprenant en la matière l'ancienne Constitution, a institué en Côte d'Ivoire une dualité de juridiction en faisant une nette séparation entre les juridictions d'ordre judiciaire et les juridictions d'ordre administratif.
Ainsi, les présents projets de loi organique établissent en complément et en application de la Constitution la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de ces différentes institutions juridictionnelles. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, le gouvernement a adopté de nouvelles règles de gestion des flux financiers dans le secteur de l'électricité. La question de l'électricité, le Conseil, vous l'aviez entendu, a aussi abordé la question des élections locales. Le Parlement africain de la société civile se félicite de la proclamation des résultats. L'organisation appelle au calme. Kolo Koulibaly. La mission d'observation du Parlement africain de la société civile a suivi le scrutin du 13 octobre portant sur les élections régionales et municipales. Les résultats provisoires sont connus. Avant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, il faut préserver un climat de paix, selon l'organisation. La mission du Parlement africain de la société civile salue la cohésion sociale actuelle, chèrement acquise, et invite la population au calme à maintenir son objectif de réconciliation nationale et de progrès social. La mission du Parlement africain de la société civile exhorte les différents acteurs du processus au respect du code électoral et invite toute la classe politique et le peuple ivoirien à accepter les résultats et, en cas de contestation, à recourir aux institutions en charge du contentieux électoral. En plus de cet appel au calme, la mission encourage les médias à plus de professionnalisme et à ne pas tomber dans la manipulation. Comme le Parlement africain de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme s'est aussi prononcée sur le scrutin à son siège à Cocody. Laurent Sacho et Alexis Ouedraogo. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire se prononce sur la situation sociopolitique qui prévaut depuis la fin du scrutin et le début de l'annonce des résultats des élections couplées par la Commission électorale indépendante. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a documenté plusieurs actes de violence qui ont engendré des atteintes aux droits de l'homme consécutives à la contestation des résultats dans quelques localités de l'intérieur du pays et dans des communes du district d'Abidjan. La CNDACI reste préoccupée par ces situations qui font peser de sérieux périls sur la cohésion sociale. La CNDACI lance un appel à la retenue aux populations et aux candidats afin de préserver la paix, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. Elle s'incline devant la mémoire des personnes décédées et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Elle invite le procureur de la République à s'autosaisir de tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme afin de situer les responsabilités et d'engager des poursuites à l'encontre des présumés auteurs. Elle appelle les acteurs politiques, notamment les candidats, à ne recourir qu'aux voies de droit offertes par le Code électoral en ses articles 129 et 158, respectivement pour les élections régionales et municipales. La CNDACI se félicite de l'esprit fair-play des candidats non élus, ayant reconnu leur défaite, et les encourage à s'impliquer dans la consolidation d'un climat de paix et de cohésion sociale. La CNDHCI lance un appel à l'apaisement et assure qu'elle suivra attentivement la situation afin que les droits de l'homme soient respectés sur toute l'étendue du territoire. Respect donc des droits de l'homme, le RHDP appelle aussi au rassemblement de tous les Ivoiriens. C'était au cours d'une conférence où le parti unifié s'est félicité du score obtenu au terme des élections locales. Le RHDP a clarifié sa position sur certains points d'ombre liés à ces élections couplées, notamment les accusations de fraude et de recours portés contre le parti unifié, avant de présenter sa vision qui est de rassembler les Ivoiriens autour de la paix. Le compte-rendu complet de Sidonie Davila Waka dans nos prochaines éditions. Nous allons passer à la réaction des candidats élus dans le Gontougo, Boaké, Grand Bassam et Assini Mafia. Mahama Traoré a rencontré les nouveaux élus pour savoir ce qu'ils comptent apporter à leurs villes respectives. Regardez.
Hippolyte Ebanichi est le premier maire d'Assini Mafia. Dans cette nouvelle commune, les défis sont de plusieurs ordres. Transformer le collège en lycée municipal, améliorer l'offre des soins de santé, électrifier les villages environnants, trouver des emplois pour les jeunes. Nos jeunes ont des diplômes, mais ils n'ont pas de métier. Il faut que les jeunes d'Assini ou résidents d'Assini puissent être formés au métier du tourisme, au métier de la pêche, pour qu'ils puissent être du personnel de qualité pour les hôtels qui sont en place. Jean-Louis Moulot est depuis samedi dernier le nouveau maire de Grand-Bassam. Un mandat de 5 ans durant lequel il compte réhabiliter l'hôpital général de Grand-Bassam. Jean-Louis Moulot ambitionne aussi de renforcer la notoriété de cette ville historique en misant sur l'éducation. Nous allons renforcer cette vocation universitaire et scientifique en attirant des universités privées à Grand-Bassam et en renforçant le volet scientifique. Nous allons également travailler prioritairement sur la problématique de l'emploi des jeunes. Et enfin, un autre chantier prioritaire sera le renforcement des infrastructures, notamment les voiries, l'assainissement, le drainage des eaux de pluie à Grand-Bassam. Pour l'essor de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot en appelle au rassemblement de toutes les forces vives de cette cité. Dans le Gontougo, les élus RHDP ont célébré leur victoire au QG du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani à Bondoukou. Le président du conseil régional, parlant au nom de tous les candidats victorieux, a remercié les populations. Il s'est aussi réjoui du climat de paix qui a prévalu lors des élections. Nous dédions notre victoire au président Alassane Ouattara. Et je voudrais lui dire merci d'être aujourd'hui le prototype d'Oufouettiste achevé qui veut rassembler tous les enfants d'Oufoué et qui se bat pour ça. Réélu maire de la commune de Boaké, Djibo Issouf Nicolas remercie le président de la République, les autorités locales et la population de Boaké. Le maire de Boaké lève un coin de voile sur ses priorités pour ce nouveau mandat. C'est pas normal qu'on ne puisse pas mieux circuler dans la ville de Boaké. Donc toutes ces questions de proximité qui touchent le quotidien du Boakéen vont mes priorités. Il faut que je puisse m'occuper du Boakéen. Ils auront leur marché, ils auront le nouvel abattoir, ils auront l'hôtel de ville, ils auront le stade Yondé. Ce sont des grands projets qui vont se réaliser dans les 2 années qui viennent. L'autre actualité ce soir, c'est aussi le top départ de la 7e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. L'ouverture a été consacrée à la célébration officielle de la Journée mondiale de l'alimentation. Thème « Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible ». Allons directement au Centre culturel Jacques Aka de Boaké avec Kader Sogodogo. L'auditorium du Centre culturel Jacques Aka de Boaké plein à craquer. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et ses partenaires, à travers une journée scientifique, célèbrent officiellement la Journée mondiale de l'alimentation. Une activité qui marque également l'ouverture de la 7e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2018. C'est la science au début de la chaîne des valeurs et à partir de ce que la science se retrouve, nous passons à la technologie et qui nous permet, nous, en tant que techniciens, d'être opérationnels sur le terrain pour donner satisfaction à nos parents ruraux. Le thème « Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible ». Plusieurs communications ont été dites. Sensibilisation à la constitution des organisations interprofessionnelles agricoles, OIA, contribution du genre dans la réalisation de l'objectif faim zéro, le foncier rural, la problématique de la disponibilité de l'eau dans la réalisation de l'objectif faim zéro n'a pas été omise. Une contribution importante parce que l'alimentation provient essentiellement de l'agriculture. Et qui dit agriculture dit eau. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Il faut dire que dans le secteur agricole, il y a beaucoup d'inégalités au détriment des femmes. Les femmes jouent un rôle très important, elles sont très actives, elles sont à la base même de la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire, mais leurs activités ne sont pas reconnues et les femmes n'arrivent pas à vivre des revenus de leurs efforts. La deuxième journée des JAAD 2018 sera consacrée à Boaké par l'inauguration du centre de classement de coton de Côte d'Ivoire et à Katiola par l'inauguration des locaux de la direction régionale de l'agriculture du Hambol. Des activités qui se feront en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa Koulibaly.
Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire a l'ambition de fabriquer du biocarburant et du biogaz à partir des déchets du cacao? Un accord de partenariat a été signé avec l'Agence nationale d'appui au développement rural et une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication du carburant à partir des déchets. Plus de détails avec Francis Boifo. Fabriquer du biocarburant renouvelable ou du biogaz à partir des coques de cacao en Côte d'Ivoire, c'est possible. Nous nous allions avec une firme de transport qui fabrique des autobus, des gros camions, pour pouvoir ensemble développer des technologies de transformation de cette coque-là qu'on appelait déchet avant et qui devient sur le coup un produit aussi noble pour nous, pour pouvoir faire du biocarburant, du carburant propre, pour pouvoir alimenter ces autobus et ces gros camions que Scana fabrique. Une convention a été signée entre l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER et l'entreprise suédoise chargée de la mise en œuvre du projet. On extrait l'énergie qui est dans les cabosses de cacao et on les transforme soit, comme je disais, en biodiesel qui peut être utilisé dans un de nos véhicules standards avec un moteur à diesel aujourd'hui, ou bien en biogaz. À Stockholm aujourd'hui, 100% des 2000 bus que la ville exploite roulent à des biocarburants. Le gouvernement suédois a l'intention de dégager une enveloppe d'environ 328 millions de francs CFA pour financer les études liées à la qualité, la quantité du biocarburant ou du biogaz à produire annuellement. C'est le monde agricole qui va bénéficier des retombées de la transformation de ces déchets, en fait ce qu'on appelle déchets avant, en biocarburant et qui va encore améliorer leurs revenus, ce qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique que prône le président de la République. Entre 3 et 4 mois suffiront aux experts pour livrer les conclusions des travaux et la phase de production pourrait démarrer en 2019 à Abidjan. Le Fonds d'investissement climatique vient de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un fonds, et c'est en chiffre, 7,5 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'investissement forestier. Ce fonds permettra de mener des activités pour la reconstitution du couvert forestier dans 8 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Onzi, le Moronou, le Cavali et la Nawa. Le reportage de Grace Kando. La Côte d'Ivoire bénéficie de 7,5 milliards de francs CFA, un financement du Fonds climatique exécuté par la Banque mondiale pour mettre en œuvre le programme d'investissement forestier sur la période 2018-2023. Il consiste à conserver et augmenter le stock forestier au sein de 14 forêts classées au centre et dans le sud-ouest du pays, ainsi que le parc national de Taï. Ce sont les régions où les activités humaines et industrielles ont beaucoup d'impact sur la déforestation et la dégradation des forêts. Les forêts classées de ces zones ont été complètement envahies par des opérateurs agricoles, notamment même par des exploitants forestiers. Et donc, l'effet de la déforestation et de la dégradation des forêts se fait davantage sentir dans ces zones-là. On a perdu à peu près 80% de notre couvert forestier et nous devons reconstruire cette forêt. Et cette fois-ci, la nouvelle approche, c'est de permettre aux paysans, à ceux qui sont habitués à la forêt, leur permettre de pouvoir reboiser la forêt, de pouvoir reconstruire cette forêt. La Côte d'Ivoire s'est engagée à reconstituer son couvert forestier de 20% d'ici à 2030. L'OIPR et la SODEFOR sont les 2 structures d'exécution de ce projet. Depuis longtemps, la SODEFOR a rédigé beaucoup de plans d'aménagement. Malheureusement, nous n'avions pas les ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Je crois que c'est en cela que ce projet est une excellente opportunité pour nous, pour pouvoir expérimenter tout ce que nous avons rédigé de façon théorique et ensuite expérimenter également l'association des populations à la protection de la forêt, mais également aux activités de reboisement. Le Fonds d'investissement climatique s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale RED+, qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Environnement et santé. Ce mois d'octobre est un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. L'objectif est d'attirer une plus grande attention sur la maladie et d'insister sur le dépistage précoce. En Côte d'Ivoire,
il faut le savoir, plus de 1000 femmes meurent du cancer du sein chaque année. Lancement de la campagne ce mercredi à la RTI par le Programme national de lutte contre le cancer. La campagne prend fin demain, jeudi. On va voir maintenant la séance de travail entre l'Inspection générale d'État et l'Inspection générale des finances, structure qui contribue à la saine gestion des finances publiques. Au menu, la collaboration entre ces structures pour un bon fonctionnement de l'administration ivoirienne. Reportage Jean-Luc Bangou. Belle mobilisation pour la réception de Théophile Awandoli, l'inspecteur général d'État qui a choisi de démarrer ses visites de travail à l'Inspection générale des finances, IGF. Après la présentation des projets et programmes gérés par l'IGF, l'inspecteur général d'État a pu s'imprégner des missions, difficultés et résultats obtenus par cette structure. L'IGF a réalisé au cours de 2017 des missions aussi bien sur les dépenses de l'État à travers l'audit des passifs, l'appui au recoupement des recettes fiscales, ainsi que des missions d'audit organisationnel et de gestion, notamment au CHU de Yopougon. En ce qui concerne les missions en lutte contre la corruption, la brigade a été saisie de 18 plaintes et dénonciations. Elle a par ailleurs traité 9 dossiers dont certains ont été transmis par voie hiérarchique à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Des résultats salués par l'inspecteur général d'État qui se propose d'accompagner l'IGF dans le cadre de l'amélioration de ses conditions de travail et matérielles. Ils ont posé plusieurs problèmes, des problèmes d'effectifs, les problèmes de locaux et bien sûr les problèmes de moyens financiers pour faire les audits et les inspections. Ce sont des problèmes qui sont communs en réalité à toutes les structures d'inspection, y compris l'inspection générale d'État. Et je leur ai dit qu'en tout cas, je continuerai le plaidoyer auprès du président de la République et du gouvernement sur ces sujets-là. L'inspection générale des finances est une institution financière de bonne gouvernance dont les missions se déclinent entre autres au contrôle financier et comptable, d'audit et d'évaluation des sociétés d'État, à la lutte contre la fraude et la corruption. Notez bien que les barrages non autorisés contribuent à la cherté de la vie. Message essentiel après la séance de travail également entre le commissaire du gouvernement et les acteurs du monde du transport et les unités de lutte contre le racket. Il s'agit d'unir les forces pour lutter efficacement contre le racket. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan, l'observatoire de la fluidité des transports, l'unité de lutte contre le racket et les acteurs du transport fédèrent leurs énergies pour lutter contre le racket. Fléau qui, selon le commissaire du gouvernement, le colonel-major Ange Kessi Benakwame, fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire 100 milliards de francs CFA. La lutte contre le racket est une des préoccupations journalières du tribunal militaire. Et chaque 3 mois, nous faisons le point avec l'OFT et l'ULCR pour voir quelle stratégie adopter pour renforcer la lutte contre le racket, parce qu'il faut que nous le disions, les Ivoiriens en ont marre. Le racket a tellement persévéré, a tellement prospéré, que très souvent, certains disent « ça ne va pas aller quelque part ». Et ce terme « ça ne va pas aller quelque part » est très insultant, parce que ça encourage ceux qui se livrent au racket à persévérer. Pour le procureur militaire, la lutte contre la corruption et le racket se poursuivra afin de mettre hors d'état de nuit tout agent des forces de défense et de sécurité qui se fera coupable de cette infraction. Ce qui justifie d'ailleurs, selon lui, le déploiement de ses collaborateurs dans les villes et contrées du pays à l'effet de démanteler les barrages non autorisés. Par ailleurs, le magistrat militaire Ange Kessi Kwame annonce l'ouverture très prochaine d'une session dans le but de juger 119 éléments de forces de défense et de sécurité poursuivis pour des faits de racket. Et on s'intéresse à la 11e réunion du comité interministériel sur le projet Corridor Abidjan-Lagos. Les experts ont passé en revue les procédures de passation de marché et autres. Ce corridor va réduire les coûts entre les différentes capitales. Lassine Bakayoko pour plus de détails. Long de 1028 km, ce vaste projet routier Abidjan-Lagos se positionne comme un levier déterminant en matière de croissance économique et surtout d'intégration régionale. Son but, relier les capitales Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos et interconnecter les ports maritimes locaux où transite la quasi-totalité des flux de marchandises. La réussite du projet dépend essentiellement de sa bonne préparation.
C'est pourquoi la commission de la CEDEAO et les États ont compris la nécessité de préparer ce projet dans des délais optimaux. À cet égard, les experts envisagent de subdiviser le projet en plusieurs lots, dont l'étude des faisabilités techniques et financières, la création de l'autorité administrative du corridor, qui aura pour mission de construire et gérer l'ouvrage. Ces activités vont être majoritairement financées grâce aux appuis de la Banque africaine de développement BAD et de l'Union européenne à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA. Dans tout projet, lorsque le financement est disponible, la phase étude constitue un point extrêmement important puisqu'elle devra permettre d'affiner le budget des travaux, de préciser dans le détail la nature des travaux, permettant ainsi la réalisation physique de l'infrastructure. Les derniers progrès sur la sélection des partenaires techniques dont nous avons eu connaissance et qui nous permettront sans nul doute de respecter les tout derniers calendriers doivent être salués et encouragés. Cette 11e réunion interministérielle devrait achever ses travaux ce vendredi avec la signature des différents accords de prêt liés à la réalisation de ce projet de corridor Abidjan-Lagos. Autre sujet ce soir, c'est la question sécuritaire qui reste une préoccupation pour le continent africain. Une étude a été menée par une fondation en vue de mieux cerner les problèmes liés à la sécurité et à la paix et par ailleurs trouver des solutions pour aider l'Afrique. Cérémonie de présentation de l'étude avec Sidonie Davila. L'Union africaine face aux défis de la paix et de la sécurité. Préparer un avenir stable. C'est le titre de la nouvelle publication de la Fondation Konrad Adenauer. La 3e du genre examine les défis sécuritaires et de paix que rencontre l'Union africaine. On a vu que l'importance de ce thème de la sécurité est très grande. On a besoin de solutions régionales et pas nationales. Et pour cette raison, on a fait les études pour poser la question quelles sont les solutions régionales et quels sont les rôles des organisations régionales et internationales sur l'Afrique subsaharienne. Dr Aïcha Pemboura et le général Fernand Amoussou, tous deux co-auteurs de cet ouvrage, ont au cours de la cérémonie de lancement présenté la méthodologie de l'étude et relevé quelques recommandations faites. Nous avons souhaité une clarification du rôle de l'Union africaine, de ses relations avec les communautés économiques et régionales. Nous avons souhaité aussi que les communautés économiques et régionales continuent de mettre plus l'accent sur les questions économiques parce que nous avons estimé que les difficultés économiques, le sous-développement constituent aussi des facteurs d'insécurité. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie de lancement. Elles ont également apporté leur contribution à l'étude de la Fondation Konrad Adenauer. Créée en 1955, cette fondation, présente dans 120 pays à travers le monde, est engagée dans l'éducation, dans la coopération internationale pour la paix, la liberté et la justice. Le tour de l'actualité dans le monde, on commence par la CAN 2019 avec les 4 premiers qualifiés qui sont connus. À l'issue de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'on connaît les 4 premières sélections qui ont validé leur billet pour la phase finale sur le terrain. Il s'agit de Madagascar, de la Tunisie, de l'Égypte et du Sénégal. Ces 4 pays rejoignent le Cameroun, pays hôte. À part les Malgaches qui vont découvrir la phase finale, il s'agit tous d'habitués. Rendez-vous les 16, 17 et 18 novembre pour la 5e journée, avec de nouveaux qualifiés en perspective. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 est prévue au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a procédé au remaniement de son gouvernement hier mardi. Un gouvernement qui est validé à l'unanimité par le Parlement. Celui-ci comporte 20 noms au lieu de 28 précédemment. Parmi les portefeuilles désormais tenus par des ministres féminines, ceux de la défense et de la paix. Jamais une femme n'avait été en charge des armées en Éthiopie. 10 femmes et 10 hommes. Pour la première fois, la parité a été strictement respectée. Une attaque dans un collège technique de Crimée, situé au sud de l'Ukraine, ce mercredi a fait au moins 17 morts et plus de 40 blessés. Le bilan pourrait encore s'alourdir avec de nombreux blessés.
Les images de la vidéosurveillance ont montré un jeune homme armé d'un fusil arrivant dans l'établissement. Le présumé auteur serait un élève de l'établissement en classe de 4e année. Ce dernier s'est ensuite suicidé après son acte. 3 jours de deuil ont été décrétés dans la péninsule de Crimée. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain, si Dieu le veut.